Alors que toute l'Europe se prépare aux élections du Parlement européen qui auront lieu du 6 au 9 juin, mon invitée aujourd'hui est Marie-Agnès Strack-Zimmermann, députée au Parlement allemand et chef de file du groupe libéral Renew. Nous abordons ensemble l'Ukraine, la montée de l'extrême droite et les raisons pour lesquelles, selon elle, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit être remplacée. C'est The Global Conversation sur Euronews. Marie-Agnès Zimmermann, merci beaucoup d'accorder cet entretien à Euronews. J'aimerais commencer par vous poser quelques questions sur vous. Vous êtes une femme politique allemande, vous visez un poste important au sein de l'Union européenne. Vous êtes la candidate principale du parti Renew. Parlez-nous un peu de vos ambitions. First of all, you could see that it's always a big surprise in my life because Tout d'abord, je dois dire que c'est une grande surprise dans ma vie. Il y a 7 ans, je suis devenue membre du Parlement allemand et j'ai toujours été une Européenne convaincue, une fan de l'Europe. C'est peut-être une question de génération. J'ai 66 ans et je viens de Düsseldorf, qui est très proche de la frontière néerlandaise. Lorsque j'étais étudiante à Munich et que mes parents vivaient à Düsseldorf, j'ai beaucoup voyagé aux Pays-Bas et je devais systématiquement présenter mon passeport à la frontière. J'ai 3 enfants, une fille et 2 fils. Mes 2 fils ont étudié aux Pays-Bas et j'ai réalisé à quel point cette Europe est formidable. Je suis à la tête de la commission de la défense du Bundestag allemand et je me rends compte particulièrement depuis 2 ans, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la sécurité dans tous les sens du terme ne peut pas être assurée par les pays seuls. Ce n'est qu'avec nos partenaires européens que nous pourrons résoudre nos problèmes. Donc oui, je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie du Parlement européen. Et oui, c'est une nouvelle étape de ma vie. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'en suis consciente et je le ferai. It's a new moment in my life. I have to learn a lot. I realized it and I will go. Les libéraux sont à la traîne dans les sondages en ce moment. Dans les pires des scénarios, vous pourriez finir 5e. Vous êtes 3e en ce moment, vous risquez d'être devancé par le ECR, un groupe de droite et d'extrême droite. À votre avis, pourquoi le message des libéraux ne passe pas auprès des électeurs ? Vous savez, en ces temps vraiment difficiles, il n'est pas facile pour les gens de choisir un parti qui donne aux citoyens la possibilité de décider par eux-mêmes. Beaucoup de personnes, en Allemagne en particulier, se tournent vers des leaders plus stricts en espérant qu'ils résoudront leurs problèmes pour eux. Dans la pensée libérale, nous considérons que vous devez être libre de penser et que vous restez responsable de votre vie, même dans des périodes particulièrement difficiles. En Allemagne, on assiste à la montée de groupes comme l'AfD et on constate un essor de l'extrême droite dans toute l'Europe. Êtes-vous inquiète des implications de cette tendance pour l'Europe, pour les valeurs européennes, pour la politique européenne? Yeah, absolutely. It's really, and we have to explain people that it's, you know, even it's. Oui, absolument. Il faut expliquer aux gens que voter pour l'AfD pourrait avoir des conséquences tragiques. C'est terrible parce que nous savons que l'objectif de l'AfD au Parlement européen est de nuire au fonctionnement de l'Union. Le chef de l'AfD a déclaré dans une interview au Financial Times que si elle faisait partie du Parlement européen, elle soutiendrait la sortie de l'Allemagne de l'Union. Elle a déclaré cela publiquement et je pense qu'il est très important qu'elle l'ait fait pour que tout le monde comprenne que l'AfD est un parti national, pas un parti européen. Et il y a 2 semaines, nous avons eu une discussion en Allemagne sur le Deutsche Mark parce qu'ils souhaitent le rétablir. Pouvez-vous imaginer cela? Le programme de campagne de Renew mentionne un allègement des procédures administratives pour les agriculteurs, entre autres, mais aussi un soutien à la production alimentaire durable. Comment envisagez-vous de faire cela? Parce qu'il est évident que la question de l'agriculture est très présente dans cette élection. I'm not a specialist about the questions of farmers. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste de l'agriculture, mais je pense que nous devons travailler ensemble. Je pense que l'un des grands problèmes est que les agriculteurs ont des règles différentes selon les pays. Et je pense qu'il est très important que tous les agriculteurs d'Europe soient soumis aux mêmes règles. Je rencontre des agriculteurs. Nous avons eu des échanges avec eux au début de l'année. Je pense que la solution n'est pas de s'opposer à eux. Nous devons trouver une solution ensemble.
Certains de mes collègues maîtrisent mieux le sujet de l'agriculture. Je suis spécialiste des questions de défense. Je m'y connais plus en char d'assaut qu'en tracteur. Des machines lourdes dans les deux cas. Deux machines lourdes, tout à fait. L'environnement sera au cœur du prochain mandat du Parlement européen. Considérez-vous que l'Union européenne devrait respecter le Green Deal dans ses dispositions initiales? Parce que certains tentent de l'édulcorer en minimisant certains aspects. Votre propre parti a voté contre l'élimination progressive des moteurs à combustion, une mesure qui a pourtant été saluée comme un véritable succès. Quelle est donc votre position sur le respect et l'application du Green Deal? Oui, je pense que le terme Green Deal, tout d'abord, sonne très bien. Mais si vous parlez à des entrepreneurs en Allemagne qui souhaitent réellement travailler pour un futur plus vert, ils ont tous le même problème, la bureaucratie. Il y a des milliers de règles. Pas une seule règle, mais toute une série, encore et encore. Pour l'économie, c'est un vrai problème. Et encore une fois, si vous voulez que le Green Deal soit un succès, vous devez permettre aux entreprises d'y participer plus facilement. Et il y a tellement de règles et tellement de particularités, c'est vraiment un problème. Quand vous évoquez le Green Deal, ça sonne très bien. Tout le monde est enthousiaste. Les gens veulent changer les choses, mais ils se heurtent à des règles, des règles, des règles. En effet. Passons à la machinerie lourde dont vous parliez tout à l'heure, les chars d'assaut. Dans l'est de l'Ukraine, les Ukrainiens continuent à lutter contre l'invasion russe. Mais ils ont perdu Avdiivka en février. Nous sommes maintenant en mai. L'armée ukrainienne ne semble pas prête de retrouver son niveau d'il y a 6 mois à cause d'un manque de munitions, de chars et de systèmes de défense. Comment jugez-vous la façon dont l'Europe a géré cette situation? You know, 2 years ago, I was very happy because for the first time, if you compared with the first attack, Au début de l'invasion russe, il y a 2 ans, j'ai remarqué une différence majeure dans la réponse de l'Europe par rapport à la première attaque de la Russie il y a 10 ans, en 2014. J'étais vraiment heureuse et je me disais, cette fois, l'Europe est vraiment soudée et n'hésite pas à se porter au secours de l'Ukraine dès le début du conflit. I'm not anymore sure how successful it is. For example, Mrs. von der Leyen, she said months ago, 1 million. Après 2 ans, je ne suis plus ainsi confiante. Par exemple, il y a quelques mois, Ursula von der Leyen évoquait 1 million de munitions. 1 million. Mais elles n'ont jamais atteint l'Ukraine. Et il s'agit d'un problème urgent qui ne peut pas attendre. Si nous promettons une livraison, nous devons tenir une promesse. L'Ukraine a reçu 300 000, peut-être 400 000 balles. Nous sommes très loin du million. C'est pourquoi je pense que toute l'Europe, toute l'Union européenne doit se tenir aux côtés de l'Ukraine, et pas seulement quelques pays. On constate que les pays proches de la frontière russe sont très impliqués, bien sûr. Les États baltes, les États du Nord, l'Allemagne participe également beaucoup. Mais elle est plus éloignée du conflit. Certains pays ont l'impression que cette situation ne les concerne pas, mais c'est un problème majeur pour l'ensemble de l'Europe. Et nous devons faire plus. Je vous le dis, nous devons faire plus. Si l'Ukraine perd cette guerre, les conséquences seront désastreuses, non seulement dans l'Union européenne, mais dans le monde entier. Dans ce contexte, le résultat de l'élection présidentielle américaine en novembre sera décisif. Then we will have huge problem, not only in the European Union, even the whole world, and we have to see what happens in the United States in November. Le chancelier Scholz a-t-il raison de refuser de livrer les missiles à longue portée Taurus à l'Ukraine? No, he's not right. But this discussion, it's a very hot discussion in Germany. Non, il n'a pas raison, mais ce sujet fait l'objet d'un débat houleux en ce moment en Allemagne, parce que nous possédons ces missiles Taurus, nous pourrions les livrer à l'Ukraine. Le problème, avec cette discussion qui dure depuis près d'1 an sur la scène politique, c'est que la Russie y assiste. Le Kremlin peut suivre en temps réel ce qui se passe en Allemagne. Ils peuvent suivre nos débats, nos hésitations, nos revirements, et c'est un vrai problème.
Nous n'avons plus le temps de discuter, il faut passer à l'action. Alors non, je pense que le chancelier Scholz n'a pas raison. Dans un an, nous organiserons nos élections nationales en Allemagne et Olaf Scholz veut être le chancelier de la paix. Mais nous sommes tous des politiciens de la paix. Tout le monde veut arrêter cette guerre, mais d'une bonne manière. Il ne s'agit pas de laisser la Russie envahir la totalité de l'Ukraine et les requêtes ne sont pas seulement dans l'est de l'Ukraine, il y en a partout. Donc pour moi, il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous devons livrer la marchandise et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Tous les pays, pas seulement l'Allemagne. L'aide doit venir de l'ensemble de l'Union européenne, des 27 États membres. Et je vous l'affirme, nous pouvons le faire. Si nous voulons vraiment aider l'Ukraine, nous pouvons le faire. Mais nous devons le faire rapidement. Le temps presse. Helping the 27 countries in Europe, and I tell you, we could do it. If we really want to help Ukraine, we could do it, but we have to do it, and we have no time. Comment évaluez-vous le rôle d'Ursula von der Leyen dans cette affaire? Vous avez mentionné qu'elle avait promis 1 million de munitions, de balles, et que cette promesse n'avait pas été tenue. Que diriez-vous de l'ensemble de sa présidence dans la Commission européenne? I'm absolutely disappointed because, you know, she was for 6 years, really a long time, she was the defense minister of Germany. And she knows. Je suis très déçue parce que, comme vous le savez, elle a été ministre de la Défense de l'Allemagne pendant 6 ans. Elle sait mieux que personne ce qui se passe quand on perd du temps. Ursula von der Leyen est en poste à la Commission européenne depuis 2019. 5 ans auparavant, la Russie avait déjà attaqué la Crimée et l'Europe l'avait laissé faire. C'était il y a 10 ans. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de sécurité militaire quand elle a pris son poste de présidente de la Commission? I have no idea why she didn't talk about military security when she started to be the president of the Commission. Elle connaît ce sujet, elle sait ce qui s'est passé en 2014. Vous pourrez peut-être lui poser la question. Pourquoi pas? Oui. Les 27 États membres ont des priorités souvent concurrentes. La pandémie, le Green Deal. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'invasion de l'Ukraine n'était pas une priorité pour eux, étant donné qu'il n'y avait pas à ce stade de guerre sur le territoire de l'Union européenne? You know, I know the pandemic situation was terrible for everybody, but even la pandémie de Covid-19 a été terrible pour tout le monde. Mais même à ce moment-là, nous pouvions tous voir ce qui se passait en Russie. Et vous ne pouvez pas choisir d'ignorer une question complexe au profit d'une autre. En particulier si vous êtes à la tête d'une commission nationale ou européenne. Il faut traiter tous les sujets, ce qui se passe chez nous, aussi bien que chez nos voisins. Donc oui, sa réaction m'a un peu surprise. Je connais très bien Ursula von der Leyen, parce que je faisais partie de la commission de la Défense en Allemagne lorsqu'elle était ministre. Et je sais que la guerre n'est pas un sujet très agréable. Personne n'a envie de parler d'armes, de parler de conflits. Les politiciens ont sans doute préféré se concentrer sur des sujets plus populaires, plus simples, comme le Green Deal. Elle a choisi la facilité, c'est ce que vous dites. Le Green Deal n'était pas de tout repos non plus, c'est un sujet assez délicat. Oui, certes, mais en tant que présidente de la Commission européenne, les confrontations sont monnaie courante. En ce qui concerne l'Allemagne, il y avait beaucoup d'inquiétudes à l'époque parce que l'Allemagne interagissait beaucoup avec la Russie. L'économie allemande dépendait énormément du gaz et du pétrole russe. Vos propres collègues politiciens ont-ils une part de responsabilité? Yes, it was, of course, for Germany, it was a shock. Oui, bien sûr, pour l'Allemagne, ce fut un choc. Ce que vous dites à propos de la dépendance est tout à fait vrai. Mais c'était il y a 2 ans. Depuis, nous avons fait notre travail et nous avons trouvé des alternatives au gaz et au pétrole russe. Beaucoup de personnes ont été surpris de notre rapidité à effectuer cette transition de notre énergie, mais vous savez, quand ils sont confrontés à une situation d'urgence, les gens prennent les choses en main. Quoi qu'il en soit, je pense que la situation est différente aujourd'hui. Il y a 2 ans et demi, l'Union européenne a été prise de court. Elle n'était pas encore prête à apporter un soutien militaire à l'Ukraine. Mais nous avons eu 2 ans pour nous préparer et la question est plus urgente que jamais. Donc oui, j'ai été surprise qu'Ursula von der Leyen ne dise pas « nous devons faire plus en Europe maintenant ». Elle a l'habitude de la confrontation, elle l'a montré pour le Green Deal par exemple. Pensez-vous qu'elle a réussi son mandat en tant que première femme présidente de la Commission européenne ou simplement en tant que présidente de la Commission européenne?
I think it's a hard job, of course. Je ne sais pas trop, je pense que c'est un travail difficile. À mon avis, il y a trois aspects à considérer. La sécurité de l'Europe, la situation économique européenne et la question du respect des droits de l'homme. En termes de sécurité, comme je viens de le dire, non, ce n'est pas vraiment une réussite. Sur le sujet des droits de l'homme, nous avons tous été sidérés que la Commission accorde 10 milliards d'euros d'aide à Viktor Orban pour des questions liées à l'Ukraine. Tout le monde a été choqué. Bloquer 50 milliards puis donner 10 milliards à Viktor Orban pour obtenir son accord, c'est vraiment incroyable. Vous dites qu'elle a donné ces 10 milliards à Viktor Orban? Qu'elle aurait cédé à son chantage? C'est bien ce que vous dites? Oui, elle en est responsable. Et vous pouvez voir que le Parlement n'accepte pas cette situation. Et maintenant, nous allons avoir une discussion à ce sujet. Le troisième point, c'est l'économie. Et nous avons pu voir à maintes reprises que l'économie n'est pas aussi performante qu'elle pourrait l'être. Nous constatons que les jeunes leaders, les entrepreneurs, les start-up quittent l'Europe et c'est terrible. Le poids de la bureaucratie européenne est trop important pour les entreprises qui souhaitent s'installer sur le continent. Et ces entrepreneurs, ces jeunes, ils veulent rester ici. Ils veulent vivre ici. Ils veulent réussir ici. Pensez-vous qu'il devrait y avoir une loi européenne sur la réduction de l'inflation ou une mesure similaire? Oui, par exemple, vous venez de me demander mon avis sur le bilan d'Ursula von der Leyen. Tout le monde en Allemagne pensait qu'elle réussirait beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait. Et je pense que beaucoup de gens en Allemagne ont été déçus par son mandat. Je voudrais vous interroger sur un autre sujet important en ce moment, à savoir le Moyen-Orient. Vous avez condamné Josep Borrell lorsqu'il a critiqué les attaques en Cisjordanie. C'était au moment où l'Iran a attaqué Israël. Il a condamné ces attaques par la suite. Mais vous avez dit que ces déclarations étaient déplacées. Qu'entendiez-vous par là exactement? You know, first of all, the 7th of October last year, it was absolutely Tout d'abord, l'attentat du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier était absolument terrible, inacceptable. Et Israël a le droit de défendre son pays, c'est une chose. L'autre chose, c'est que nous devons nous tourner vers l'avenir pour voir ce qui pourrait se passer au Moyen-Orient. Pour la première fois, l'Iran a attaqué Israël directement. Et non par l'intermédiaire de ses mandataires, du Hamas, du Hezbollah ou des Houthis. Et je pense qu'avant tout, nous devons trouver un moyen d'instaurer la paix à l'avenir. Mais nous ne devons pas oublier qu'il reste encore 100 otages à Gaza. J'ai rencontré beaucoup de familles, les frères, les mères de ces otages. La situation est vraiment tragique. A terrible situation, and I think this world have to look for that peace will come. Je pense que nous devrons attendre la paix avant que le peuple palestinien puisse obtenir son propre État. Et en ce qui concerne Josep Borrell, son travail est de considérer tous les aspects d'une situation comme celle-ci. And I think that Borrell, you know, he was, how could I say, his job is to see every side. Et dès le début, je pense qu'il n'a traité la question que sous un seul angle. Et avez-vous des critiques à formuler sur la position israélienne à Gaza, en particulier sur la famine et les nombreuses pertes humaines? Tout d'abord, je le répète, Israël a le droit de se défendre. En termes diplomatiques, les Allemands et d'autres nations essaient de convaincre Benyamin Netanyahou d'arrêter cette guerre. Mais nous n'oublions pas ce que le Hamas a fait. Je pense que pour l'avenir du Moyen-Orient, il est très important, encore une fois, d'ouvrir la voie vers un processus de paix. Et je pense que les perspectives sont relativement encourageantes. Car on peut voir que beaucoup de pays occidentaux comme l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne regardent vers l'avant. Des États comme la Jordanie et le monde arabe dans son ensemble, tout le monde au Moyen-Orient aspire à la paix.
Et je pense qu'à l'avenir, nous aurons une véritable opportunité de poser les fondations d'un pays pour le peuple palestinien. Très bien. Marie-Agnès Zimmermann, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans The Global Conversation sur Euronews. Merci beaucoup.